En fait, moi, j'ai l'impression que enfin, après c'est que mon avis à moi, mais qu'il y a un peu une sorte de cliché où surtout dans ma génération, moi, où les jeunes, ils font pas trop grand-chose et cetera, restent un peu enfermés, derrière leur écran à jouer aux jeux vidéo toute la journée. Non, non, pas particulièrement par rapport à l'âge. Enfin, en tout cas, moi, on me l'a jamais dit. Par contre, il y a eu des situations conflictuelles et qui, quand on est plus jeune, peuvent être plus compliquées à gérer. C'est-à-dire que moi, par exemple, à 13-14 ans, j'avais mes premiers mauvais payeurs. Que la leçon, c'est pas un peu de se dire que l'ancienne façon de voir les choses, qui était de se dire qu'on apprend pendant une période très délimitée, qui est celle des études, c'est un peu un schéma dépassé, puisqu'en fait, on apprend avant, on apprend beaucoup après. C'est une forme d'apprentissage continu, de remise en question qui devient indispensable aujourd'hui. Ah oui. Et salut, salut! On en est déjà au combien? Troisième épisode du Le Zoom. Et on est toujours avec moi-même, JD, Gabriel et Hugo. Salut! Salut! Salut. Alors, aujourd'hui, on va parler sur un sujet qui me concerne absolument pas. On va parler des jeunes. Donc, je vous laisse la parole sur l'introduction de ce sujet. Ok, bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode donc, du Zoom. Aujourd'hui, on va parler de comment se lancer quand on est jeune, voire très jeune, comment aller trouver ses premiers clients, on va dire, et quelles sont les problématiques qu'il y a à se lancer en étant jeune, voire très jeune. Ça me paraît pas mal. Et finalement, ça me parle un peu plus que je pensais au départ. Moi, j'ai démarré super jeune. Là, sur le côté, vous voyez un magnifique Auric Téléstrat, qui est une machine des années 80. Et c'est là-dessus que j'ai démarré, que j'ai fait mon premier, pas site web, parce qu'il n'y a pas de web à l'époque, mais c'était sur Minitel. C'était cool, c'était rigolo, on pourra en reparler. Hugo, on t'a pas encore entendu? Bah, moi, sur ma situation actuelle, je suis encore un étudiant, mais bon, j'essaie de pas mal entreprendre sur des petites choses à côté. Ce qu'on peut dire après, c'est que moi, le plus dur que j'ai trouvé, c'était de me lancer, en fait. Il faut trouver des portes d'entrée. Puis après, une fois qu'on est dans le projet, en général, ça va un peu mieux. Mais vraiment, la partie la plus compliquée de mon côté, ça aurait été de trouver des projets, m'intégrer à une équipe, de choses. Parce que moi aussi, les différents stages, etc., ou ce genre de choses, ça fait que des gens sont un peu réticents ou ce genre de choses. Déjà, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment vous avez fait pour paraître crédible par rapport à des interlocuteurs qui étaient peut-être intimidants et puis qui se posaient la question de savoir si vous valiez quelque chose Mhm. finalement. La première chose, je pense, pour paraître crédible, c'est de viser un secteur d'activité qui correspond à sa personnalité. Donc, quand on est jeune, ou à des centres d'intérêt, à des passions qu'on peut avoir, que ce soit dans la musique, le sport ou je ne sais quoi d'autre, mais d'être dans un secteur d'activité qu'on connaît très bien et qui permet de connaître les codes du secteur, etc. Moi, pour la petite histoire, j'ai commencé, j'avais 12 ans. Euh, donc, j'avais commencé à me former depuis 2 ans au développement web, un peu en autodidacte. Et en fait, les réseaux sociaux mettent de bons contacts très vite avec des secteurs ou des personnalités qui peuvent vous donner votre première opportunité ou votre première chance. Moi, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à ce que je disais juste avant, j'ai visé le milieu de la musique, donc qui était un milieu que je connaissais bien. J'en connaissais à peu près tous les codes. Et en fait, à l'audace, j'avais contacté des gens sur Twitter il y a une personne qui avait fini par me répondre. Et en fait, j'avais réussi à faire oublier cet âge qui était très jeune, juste parce qu'on voyait que dans les codes et dans l'univers du projet, on se ressemblait beaucoup. D'accord. Et il n'y a pas eu un choc la première fois que tu as vu ton interlocuteur, enfin plutôt que ton interlocuteur t'a vu? Non, parce que c'était assez transparent. En fait, enfin, tu allais sur Twitter, tu voyais très bien ma photo de profil ou ce que tu veux. En fait, là où il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire que le premier aspect, c'est qu'il faut paraître ultra professionnel en même temps, puisque vu qu'on est plus jeune, il faut montrer qu'on est dans le même état d'esprit que des personnes qui peuvent avoir
18 ans, on va dire, et qui sont en train de se lancer sur le marché. La deuxième chose, c'est qu'il faut apporter tout de suite de la valeur. Si on voit que vous savez ce que vous dites et que vous savez ce que vous avez envie de faire, que vous savez le faire, tout de suite, en fait, l'âge, vous arrivez au bout d'un moment à le faire oublier à votre interlocuteur. C'est vrai, ouais, je retrouve pas mal moi ce que j'avais vécu à l'époque. Donc j'ai démarré à un âge comparable, j'avais 12 ans et demi aussi dans ces eaux-là. Et à l'époque, moi je me souviens que ce qui m'a servi, c'était la preuve par l'exemple, puisque j'avais avant tout bricolé des trucs dans mon coin. Donc, comme je disais, je bossais sur Minitel à l'époque avec des trucs qu'on appelait des microserveurs. C'était déjà de la communication en ligne, mais c'était très très loin d'Internet. Et le fait d'avoir fait un truc dans mon coin, ça m'avait donné une mini notoriété, ce qui faisait que j'avais des interlocuteurs qui me connaissaient par mon boulot avant de me connaître par moi-même, ce qui correspond un petit peu à ce que tu dis sur le fait d'avoir de la présence sur Twitter ou autre. Et ça, c'est le numérique qui permet ça, quoi. C'est ce côté où on peut assez facilement prototyper des trucs et les montrer à la face du monde pour montrer ce qu'on sait faire. Et puis surtout que beaucoup de personnes sont accessibles. Il y a un truc, une qualité, je pense, quand on est plus jeune aussi, c'est que on réfléchit beaucoup moins aux conséquences d'un message qu'on pourrait envoyer et on a beaucoup moins d'a priori, ce qui fait que en fait, aller au contact des gens, si on est vraiment passionné par ce qu'on fait sur le moment, on se rend même pas compte en fait de ce qu'on est en train de faire. Donc, en fait, l'insouciance à ce moment-là, c'est plutôt quelque chose qui va aider que qui va desservir, quoi. D'accord, ouais, une certaine fraîcheur. Non, j'allais dire, c'est-à-dire que là où l'insouciance peut servir, c'est que après, quand tu as plus d'expérience, tu réfléchiras à deux fois avant d'envoyer un certain contenu à une certaine personne. Là, bon, tu sais que tu n'as rien à jouer, tu peux envoyer tout ce que tu veux à n'importe qui. Les 95% ne te répondront pas et c'est les 5% que tu auras réussi à obtenir et que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas eu l'audace d'envoyer ou de prendre du contact, quoi. D'accord, ouais. Et toi, Hugo, tu as eu de la trouille sur tes premiers contacts sur ce côté crédibilité? Bah, finalement, moi, contrairement à Gab, en tout cas, je suis pas du tout passé par les réseaux. En fait, j'ai toujours fait ça directement en face à face. Et c'est vrai qu'en fait, finalement, bah, ça se faisait assez naturellement parce que je parlais avec mon interlocuteur, bah, souvent, j'étais mis en relation par quelqu'un que je connaissais, ce genre de choses. Après, c'est dans la discussion naturellement où en fait, on a été amené à parler d'un sujet sur ce qu'on pourrait faire, etc. Et finalement, assez naturellement, bah, le contact, il est pris facilement, quoi. Mais c'est vrai que sur les coups, sur le premier coup, c'est toi qui vois. Et puis, quand on ne connaît pas forcément, c'est le plus difficile parce que bah, il faut arriver à montrer que tu t'intéresses, que tu es passionné vraiment dans ce qu'il fait et arriver à convaincre la personne en face qu'il peut te prendre dans son projet et il n'y aura pas de problème, quoi. Et c'est vrai que il y en a qui sont plus ou moins réticents selon notre âge, ce qu'on a pu faire ou quoi. Et c'est vrai que c'est très important vraiment d'arriver à montrer ce qu'on vaut et ce qu'on peut faire, quoi. Et finalement, la réticence, elle n'est pas un petit peu dans sa tête au moment de se lancer au tout début? Enfin, avant de se lancer au début? Bah, en fait, moi, j'ai l'impression après, c'est que mon avis à moi, mais qu'il y a un peu une sorte de cliché où, surtout dans ma génération, moi, où les jeunes, ils font pas trop grand-chose, etc., restent un peu enfermés derrière leur écran, à jouer aux jeux vidéo toute la journée, alors que c'est pas le coup, c'est pas du tout vrai, quoi. C'est bon, il y en a qui ça peut être le cas, mais même sans parler de ça, moi, c'est plus dans le domaine du développement, d'entreprendre, etc., où je suis, mais même dans d'autres domaines, il y a des gens qui essaient d'entreprendre des choses de partout. Et je pense juste qu'il faut essayer de donner sa chance. Et puis au pire, même si ça fonctionne pas, bah, on passe à autre chose, quoi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui a peur de se lancer parce qu'il se dit, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de référence, je sais pas vers quoi aller? Bah, moi, pour le coup, ça a été un peu ma situation personnellement. Euh, Moi, le truc, c'est que je pense, je m'en rendais même compte avant, c'est qu'avant, je me disais, punaise, à la création de Jidenko, on m'a tout de suite dit, bon, t'auras des parts, machin, etc. Je me dis, bon, c'est cool, ça sert à rien pour moi, je m'en foutais. C'était il y a quoi, 2-3 ans. Et puis maintenant, bah, j'ai fait des événements, j'ai participé à des choses, j'ai osé aussi aller vers les gens parce qu'il faut quand même arriver à s'ouvrir aux autres. Et moi, franchement, sur toutes les expériences que j'ai eues, c'est
franchement, il faut oser. J'en ai eu aussi des mauvaises, j'y suis allé, ça n'a pas marché, bah, tant pis, je suis passé à autre chose et j'ai essayé autre chose, quoi. Mais vraiment, il faut oser et pas avoir peur. Et puis au pire, même si ça ne marche pas, bah, voilà, on passe à autre chose et puis c'est comme ça, hein. Et toi, Gab, sur les premiers interlocuteurs que tu as eus, par exemple, est-ce que vous êtes posé des questions au niveau financier? Est-ce que tu vendais tes prestations à l'époque? Ouais. Dès le début, en fait, j'ai vendu tout de suite mes prestations, forcément moins cher qu'une agence professionnelle ou un freelance pro, mais je vendais. Euh, Après, comme conseil, bon, il y a toujours une partie de chance parce qu'il faut avoir la chance de tomber sur la bonne personne qui va faire confiance et qui se sentira de t'embarquer avec lui. Ça, bon, il faut réussir à attirer ces personnes dans son cercle. Mais au-delà de ça, il faut être meilleur que les autres. C'est-à-dire que, pas forcément en compétences, mais en état d'esprit, en réactivité. Vu que tu es plus jeune, tu n'as pas le choix. Pour faire tes preuves, il faut absolument être meilleur que les autres et arriver à créer. En fait, moi j'ai pas eu trop ce truc d'avoir peur de me lancer parce qu'au final, je l'ai fait sans faire exprès. C'est-à-dire que tout s'est enchaîné assez rapidement et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire plein de choses différentes. Mais pour arriver à avoir après ces recommandations, parce que le plus dur, c'est d'avoir la première personne qui va te faire confiance. Une fois que tu as cette première personne, c'est assez, pas facile, mais elle va te recommander à d'autres, etc. Mais pour arriver à un petit peu cet engrenage, il faut arriver à donner quelque chose en plus. Moi, je sais que c'était la réactivité, c'est-à-dire que quand on me demandait de faire une prestation, je la faisais très vite et je correspondais aux besoins des personnes. On était dans une démarche qui était un peu moins professionnelle parce qu'on ne travaillait pas de la paperasse, de cahier des charges, etc. Par contre, quand on partait de l'idée, on arrivait à faire des choses très rapidement. Et il faut arriver, en fait, en fonction de son interlocuteur de départ, à trouver quelle est sa problématique la plus importante et arriver à être à 200% sur ce point-là. Enfin, moi, je pense que c'est la chose la plus importante parce qu'après, c'est ce qui va permettre de fidéliser ses premiers clients, tout simplement. Et moi, pour ma part, ce premier interlocuteur m'a donné mes 15 ou 20 clients d'après, quoi. Ah oui, d'accord, effectivement. Donc, tu avais aussi même pas la chance, mais la particularité d'être dans un milieu de réseau, en fait. Ouais. En fait, moi, mon premier client donc était dans la musique sur Paris et donc musique urbaine et donc c'était un tout petit milieu où tout le monde se connaissait. Et dans la musique comme ça, il n'y a pas que les artistes, il y a les maisons de production, il y a le merchandising, il y a énormément de secteurs autour de ce milieu-là. Et du coup, en fait, je me suis fait recommander d'une personne à une autre personne et une autre personne qui pouvait être dans un autre secteur qui était rattaché. Et comme ça, je me suis retrouvé sur Paris à faire pas une bonne partie, mais d'avoir quasiment un réseau complet sur la chaîne de production artistique en réalisation de sites web, quoi. D'accord, ok. Et est-ce que vous vous êtes retrouvé confronté à des situations un peu conflictuelles avec des gens plus âgés qui voyaient un peu d'un mauvais œil arriver des petits gamins qui, euh, peut-être selon eux, n'avaient pas les Euh, compétences ou, Non, non, pas particulièrement par rapport à l'âge. Enfin, en tout cas, moi, on me l'a jamais dit. Par contre, il y a eu des situations conflictuelles et qui, quand on est plus jeune, peuvent être plus compliquées à gérer. C'est-à-dire que moi, par exemple, à 13-14 ans, j'avais mes premiers mauvais payeurs. Et ben, quand on a 13-14 ans, on est tout seul, pour aller réclamer l'argent et arriver à se faire payer, ça peut être un peu délicat parce qu'au début, quand on commence à faire ça par passion, on pense pas du tout à ces aspects-là et on apprend à les gérer un peu sur le terrain. Et, euh, et, on va dire que, en gros, on fait toutes les erreurs possibles avant d'arriver à quelque chose d'assez stable plusieurs années plus tard. Hmm, je vois, ouais. Mais ça doit être en même temps formateur. Hmm. Oui, parce qu'il y a encore une fois ce côté insouciant où en fait, sur le moment, tu te dis même pas que c'est vraiment un problème, tu réponds un peu tout au tac au tac. Et donc, en fait, ça te permet de faire tes premiers A/B testing de gestion client, quoi. Et maintenant que vous avez un tout petit peu plus de bouteilles, même si vous restez jeune, vous donneriez quel conseil aux jeunes que vous étiez au tout début, Hugo, par exemple? Ah, franchement, moi, ce que je regrette, c'est de ne pas m'être lancé là-dedans plus tôt.
parce que maintenant que j'y suis, vraiment, j'adore. Limite, je peux plus en sortir. Mais c'est vrai que c'est un gros regret pour moi de ne pas m'être dit plus tôt, vas-y, fais quelque chose de ta vie et fonce, quoi, parce que ça aurait pu marcher aussi bien avant. Et voilà, après, c'est toujours sur un plan humain, personnel, où moi, j'ai toujours été un peu en conflit avec moi-même il y a quelques années. Et c'est vrai que depuis que je me lance à faire des choses, à avoir confiance en moi-même, en fait, rien que ça, je me sens mieux. Et franchement, c'est vraiment un regret de ne pas avoir commencé plus tôt, quoi. Il y a peut-être un schéma aussi qui est très traditionnel, qui consiste à se dire avant de faire des études, on ne sait rien faire. Ensuite, on va faire des études. Et une fois qu'on aura fait des études, et seulement à ce moment-là, là, on va pouvoir se lancer dans une activité professionnelle. Ouais. J'imagine que ça fait voir les choses un peu différemment d'expérimenter comme ça à un jeune âge. Vous avez quel rapport avec la notion même d'études, en fait, vous? Bah, Personnellement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens, pour revenir à ce que tu disais, qui se disent, moi, je saurais faire des choses qu'après les études. Mais c'est faux, parce qu'aujourd'hui, on a plein de moyens rien que de s'auto-former avec Internet. Et le fait de vivre plein de choses à côté, etc., ça nous forme beaucoup. Et c'est vrai que tu le vois pas mal, c'est que autour de toi, les gens, quand tu fais des choses un peu particulières, ils te disent: «Punaise, mais c'est fou, comment tu fais? C'est impossible, machin, et cetera». Mais il y a rien du tout d'impossible, quoi. Et c'est vrai que même sans avoir, de diplôme particulier ou pas, parce que rien que moi, j'ai à peine un bac et je pense que j'ai déjà un petit CV derrière moi, quoi. Et pour le coup, c'est vrai que, rien n'est impossible, en fait. C'est juste avoir envie, il faut s'en donner les moyens et pas avoir peur d'y aller, quoi. Il faut faire des choses, vivre des choses, ça sert à te former, avoir des belles expériences ou moins bonnes, mais c'est toujours formateur et voilà. Alors, pour moi, les études, on pourrait en parler des heures. C'est un sujet, ça, qui me révolte. Mais tu parlais des conseils tout à l'heure. Moi, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer quand il est jeune, voire très jeune, en gros, quand je dis très jeune, c'est 10-12 ans, quoi, quand on est encore au collège, c'est si tu crois vraiment en ce que tu fais et que tu penses que vraiment tu sens que c'est ton truc et que tu as envie de continuer là-dedans, il faut que tu essaies de ne pas écouter, même si c'est dur, les conseils qu'on peut te donner. Bon, il faut en prendre quand même, mais il y en a pas mal qui sont mauvais parce qu'ils vont te ramener dans ce cadre-là. Bon, je dis pas qu'il faut absolument faire ça, mais moi, par exemple, quand je bossais pour mes premiers clients, j'étais encore au collège, je faisais énormément de nuits blanches pour pouvoir rendre mes projets, m'auto-former, plus des cours. Donc, vraiment, j'étais un peu moins attentif en cours. Mais par contre, c'est pas les études qui m'ont permis de monter en compétences et d'avoir les compétences que j'ai maintenant. C'est-à-dire que tout ce background que j'ai fait, qu'on me disait non mais il faut pas faire ça, c'est ridicule, tu es trop jeune pour le faire, ou là tu es en train de complètement passer à côté de ton parcours, c'est ce qui fait que maintenant j'ai de l'avance sur mes concurrents, confrères, ce que vous voulez, parce que j'ai un background qui est un peu plus développé. Et en même temps, moi, j'ai fait des études en commerce, en vente, dans la gestion de projet, dans le marketing. C'est pas ces études-là qui m'ont amené à pouvoir proposer ce que on peut proposer aujourd'hui. Parce que vraiment, quand tu veux faire du web, mais là, c'est très spécifique au web, c'est de l'auto-formation tout le temps. Et c'est à toi d'avoir une discipline, d'aller chercher des infos, d'être curieux et d'apprendre plein de choses tout le temps. Et c'est pas forcément un cursus donné qui va te dire, voilà, ça y est, tu as le talent pour faire ce métier-là. Enfin, Mais c'est une façon de penser pour moi. est-ce que la leçon, c'est pas un peu de se dire que l'ancienne façon de voir les choses, qui était de se dire qu'on apprend pendant une période très délimitée, qui est celle des études, c'est un peu un schéma dépassé, puisqu'en fait, on apprend avant, on apprend beaucoup après. C'est une forme d'apprentissage continu, de remise en question qui devient indispensable aujourd'hui. Ah oui, clairement. Après, le problème de ça, c'est surtout la partie diplôme, en fait. Parce que la plupart des études sont faites pour avoir un diplôme et pas pour avoir particulièrement une compétence. Alors que dans le web, en fait, c'est un peu l'inverse qu'il faut avoir comme état d'esprit, c'est-à-dire de pas, enfin, la partie diplôme, on s'en fout complètement. Ce qui nous importe, c'est de savoir comment on peut aller d'un point A à un point B en compétence. Et donc, pour moi, cette partie un peu dépassée, c'est vraiment cet aspect de diplôme. Et même si on peut l'intégrer dans son parcours, moi, je l'ai très bien intégré, mais il faut avoir à côté toujours cet état d'esprit de compétence et toujours réfléchir en compétence.
Et toi, Hugo, qui est en train d'entamer des études qui correspondent un petit peu à ton activité, puisque tu es Mm, mm, en train de démarrer un BTS d'informatique, comment tu mm. vis ce décalage entre le monde, l'activité telle que tu l'as vécue en tant qu'amateur et la formation plus académique que tu vis aujourd'hui? Bah, franchement, honnêtement, quand j'y repense sur ces 2 dernières années, je pense que j'ai jamais autant appris que par moi-même, en fait. C'est que les études, on dira tous: «C'est bien, ça t'apporte des diplômes et cetera», mais je pense que ça vaut vraiment pas l'expérience que tu peux avoir à côté, quoi. Moi, je le vois encore plus là, justement, sur ces débuts, de BTS où bon, j'en ai déjà pas mal fait à côté et j'ai j'ai pas eu enfin, j'ai eu des formations, mais j'ai appris par moi-même et même dans ce que tu vis et cetera à côté, je trouve ça tellement plus intéressant d'avoir vraiment des choses concrètes que tu fais, et cetera, où en plus tu as la satisfaction de les faire, et cetera, que finalement, bah, les études à côté, c'est bien, tu as le diplôme, mais en même temps, moi, dans les expériences que j'ai eues, ce que j'ai trouvé, c'est que souvent les gens préfèrent largement quelqu'un qui s'investit à côté, qui fait des choses à côté et qui s'intéresse à d'autres choses, plutôt quelqu'un qui a son diplôme, puis voilà, quoi, c'est tout. Parce que dans un sens, j'ai envie de dire, c'est facile de travailler à l'école, mais après à côté, voilà, quoi. Et donc, bah, vous écoutez, moi je suis un gamin de 15 ans, j'écoute ce podcast, je finis par me dire, bah, finalement, c'est pas la peine de m'emmerder à faire des études, ça marchera très bien sans. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça? Ouais, donc du coup, enfin, ça peut pas c'est pas possible parce qu'on est dans un système où, quoi qu'il en soit, sans diplôme, malheureusement, ça reste assez compliqué de faire des choses, ou en tout cas, les gens qui arrivent, bah, ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail personnel, et cetera, parce que vraiment, il faut beaucoup se donner. Et c'est vrai qu'il y en a aussi chez qui, où l'encadrement un peu plus strict, dans mon cas, en tout cas du lycée, ça leur fait pas de mal non plus. Après, je reste toujours persuadé que c'est toujours bénéfique d'avoir un plus à côté du diplôme. C'est-à-dire que le diplôme, quoi qu'il en soit, faut l'avoir pour pouvoir limite avoir du travail, etc. Et c'est important, mais en même temps, je pense qu'avoir des choses à côté, c'est vraiment bénéfique et aux yeux d'un employeur, ça peut faire toute la différence, quoi. Il faut arriver à cumuler les deux, en fait. Ouais, moi je suis un peu dangereux, on va dire, sur le sujet, mais bon, effectivement, je pense que dans tous les cas, il faut intégrer une notion d'entreprise au maximum. Donc, prendre soit une filière qui maximise les stages, soit aller sur de l'alternance. Moi, j'ai eu un parcours 100% d'alternance, que ça amène une vision et une manière de réfléchir complètement différente. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir comme un étudiant, tu vas tout de suite réfléchir comme un professionnel. Ce qui va faire que dans ce que tu proposes, ça va être d'un autre niveau tout de suite. Et après, il y a l'aspect que, au-delà de ce qu'on peut t'apprendre, comme on disait dans les formations, les diplômes ou ça, lance un projet. Tu n'apprendras jamais aussi bien qu'en lançant un projet. Mm. Puisque tu vas avoir 50 000 problèmes, tu vas trouver 50 000 solutions. En même temps, tu vas te former à plein de trucs parce qu'il va falloir que tu fasses du dev, mais peut-être qu'en même temps, tu auras du montage vidéo, peut-être qu'en même temps, tu vas apprendre à te servir Photoshop. Enfin, plein de trucs. Vu que tu seras tout seul ou vous êtes deux, tu vas galérer sur plein de choses et il n'y aura jamais de meilleure école que ça. C'est vrai que il faut faire un peu feu de tout bois en fait dans l'histoire. Par rapport à l'aspect stage, etc. Moi, si je peux juste donner un petit regard d'employeur, c'est que on est quasiment obligé d'un point de vue légal, et puis il y a tout un tas d'avantages financiers qui vont avec, de prendre des stages et des alternants académiques, c'est-à-dire qui viennent d'école. On peut pas prendre quelqu'un dans la rue et le prendre en stage comme ça, c'est pas possible. Mm, Et donc, il y a une nécessité d'avoir un label « Je viens d'une formation », au moins pour cet aspect-là. Et moi, j'ai souvenir d'un gamin qui était un mineur isolé migrant, qui était une vraie tronche en termes de sécurité informatique. Et donc, ce gamin-là ne pouvait pas, en fait, intégrer une entreprise alors qu'il aurait pu apporter énormément, tout simplement parce qu'il venait pas d'un cursus scolaire quelconque, il n'était pas stagiaire en informatique ou quoi que ce soit. Et quant à moi, sur mon parcours, j'ai un cursus académique finalement classique, puisque j'ai fait un DUT puis une école d'ingénieur à Clermont. Euh, je dirais qu'avec le recul, sur le moment, j'étais souvent super déçu parce que j'avais l'impression de ne pas apprendre grand-chose.
J'ai d'ailleurs failli abandonner mes études en milieu de DUT parce que ça me navrait. J'étais désespéré de voir l'écart qu'il y avait entre ce que je vivais, moi, dans le métier d'informaticien tel que je le pratiquais en amateur et tel qu'on me l'enseignait. Avec le recul, je dirais quand même que ça m'a appris de la méthodo et de la rigueur. Je reste assez foutraque dans ma vie, mais plutôt rigoureux dans mon travail d'informaticien. Et ça, je le dois à cet aspect plus académique. C'est peut-être peu comme apport, mais pour moi, c'est quand même énorme parce que je m'en sers tous les jours. C'est de me souvenir de profs qui m'ont bien cassé les pieds à dire là, tu mets des commentaires, là, tu indentes correctement, là, tu fais ça comme ça et pas en vrac, alors que le code que je pouvais faire adolescent était un vrai pataquès qui fonctionnait, mais qui était un bordel sans nom, impossible à maintenir. Mais c'est sûr que fondamentalement, mon métier, je l'ai appris aussi sur l'expérience, sur le club informatique que je fréquentais quand j'étais ado, sur les premiers clients que j'ai eus un peu en amateur et on n'apprend rien tant que sur le terrain. Ouais, et en fait, je pense que le résumé de tout ça, c'est de dire qu'il ne faut pas lâcher non plus toutes les filières d'un coup. Voilà, si tu as 15 ans et que tu regardes ces vidéos, va pas voir tes parents ce soir en disant voilà, je veux tout arrêter. Parce que déjà, ça ne convient pas à tout le monde, soit de partir dans une filière où il y a beaucoup de stages, soit de l'alternance. Voilà. Il faut savoir exactement ce qu'on veut. Et en plus, que de toute manière, même si tu es dans une filière, même qui n'a rien à voir avec le numérique ou ce que tu as envie de faire, ça ne t'empêche pas à côté de lancer ton projet et de voir si tu aimes vraiment ça. Parce que c'est pareil, il y a une différence entre lancer des projets ou faire des projets pour les autres et penser que tu aimes un secteur. Il faut absolument te tester avant de te jeter les deux pieds dedans. Ouais, c'est pour ça que c'est important de faire des choses à côté, de s'auto-former aussi à côté pour déjà avoir une bonne base et une bonne idée de voir si ça nous plaît ou quoi. Parce qu'en général, on peut se rendre compte assez rapidement selon ce que c'est. Et il y a un autre truc que moi, j'avais pas trop au moment où je me suis lancé, mais qui est de plus en plus le cas. C'est que maintenant, c'est super facile de tomber dans le piège des vidéos YouTube. J'ai gagné 20 000 euros en dropshipping en 7 jours, etc. A priori, on n'a pas trouvé de personnes qui partaient de compétences zéro et qui arrivaient à ces résultats en 7 jours. Donc, il faut vraiment faire attention au contenu qu'on trouve, aux promesses qu'on trouve sur le web et partir du principe qu'on ne veut pas faire beaucoup d'argent tout de suite, s'auto-former tranquillement et faire ses propres expériences. Il faut vraiment se faire ses expériences et pas partir du postulat que le web, c'est tout de suite une mine d'or et qu'on va devenir millionnaire en 15 jours. Parce que quand on est jeune, ça peut être hyper attractif, mais c'est hyper dangereux parce que vous ne le feriez pas pour les bonnes raisons. C'est vrai que c'est un secteur qui est hyper concurrentiel maintenant. Il y a plein de gens qui sont dessus. Et quelle que soit la discipline, elle n'est pas facile. Elle peut potentiellement amener des résultats impressionnants, mais la filière est loin d'être simple. Et je vois, moi, dans l'évolution du métier d'informaticien tel que je l'ai vécu en 20 ans, je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué d'être développeur qu'il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, les technos étaient beaucoup plus embryonnaires qu'aujourd'hui. Et le gap pour arriver à être quelqu'un de performant et d'intéressant par rapport au marché et par rapport à tout ce qu'on peut faire, que ce soit lucratif ou autre, ça nécessite un apprentissage technique qui est super impressionnant. Moi, je suis épaté quand je vois des jeunes qui en maîtrisent autant alors que il y a une masse de travail qui est sans commune mesure avec ce que j'ai connu il y a un certain nombre d'années. Je sais que on parle beaucoup des formations qui promettent d'être développeur web en 15 jours, 3 semaines. Tout ça sous le couvert le métier du développement informatique est en tension, être codeur, c'est l'avenir, etc. En fait, le métier de l'informatique est en tension, certes parce qu'il y a de l'emploi, mais pas parce qu'il y a des centaines de milliers d'emplois disponibles, c'est simplement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des gens qui ont les compétences pointues dont ils ont besoin. Et oui, le secteur est en croissance, mais il est en croissance et en recherche de gens de plus en plus compétents. Et ce n'est pas du tout un boulot simple à acquérir. Et en plus de ça, bon, il y a plusieurs écoles sur ce que je vais dire, hein, mais moi je pense qu'il faut absolument faire ça par passion quand tu es jeune. Si tu regardes ça, que tu as 14-15 ans et que tu veux le faire pour l'argent, tu prends les mauvaises raisons. C'est pas une bonne manière de commencer.
Moi, je pense que pour se faire la main, il faut vraiment lancer des premiers trucs qui n'ont pas d'enjeu, où tu t'attends pas à faire de l'argent, où tu veux vraiment tester tes compétences, tester jusqu'où tu peux aller, mais le faire parce que tu as envie de le faire et pas parce que tu as envie de faire des milliers d'euros, même en 6 mois. Moi, tous les premiers projets que j'ai lancés, donc certainement parce que j'avais aussi des manques de compétences sur certains points, mais ne faisaient pas d'argent. Techniquement, ça se tenait bien. Au niveau marketing, il y avait des discours qui se tenaient, mais ça faisait pas forcément des 1000 et des cents pendant les premiers mois du projet, ou après le projet, on l'arrêtait. Mais il faut vraiment prendre les bonnes pour faire ça, et je pense que l'argent n'est pas une. Euh, Là, on parle beaucoup de numérique parce que c'est ce qui nous intéresse à JDNco et c'est notre activité à tous les trois, même si c'est avec des spécialités différentes. Est-ce que ce discours-là, on peut le tenir à des jeunes dans d'autres secteurs d'activité, quelqu'un qui se fiche du web marketing ou du codage ou machin? Est-ce que ça vous paraît des principes qui sont généralisables à tout le monde? Je pense pas, parce que la particularité du web, c'est qu'en fouillant un peu, tu peux être un peu tous les métiers. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres métiers, même ceux qui sont artistiques, par exemple. Je reviens à l'univers de la musique, mais par exemple, c'est facile maintenant de se lancer dans la musique, d'enregistrer un truc, même le distribuer. Mais par contre, c'est plus compliqué d'acquérir la partie marketing pour promouvoir cette musique-là. Alors que si tu es déjà dans une tendance où au final les états d'esprit se rejoignent entre tous les corps de métier, c'est plus facile. Après, je me trompe sûrement et j'espère me tromper, mais là, comme ça, je vois pas de corps de métier qui soit aussi facile de grignoter des compétences de chaque domaine, quoi. Hmm. Après, moi, ce que j'ai souvent l'habitude de dire à mes interlocuteurs, c'est que le numérique, c'est comme le sucre dans le lait chaud, quoi. Il y en a partout, maintenant on le sent, mais on est capable de dire où il est. Il est partout à la fois. Et finalement, quelqu'un qui a une compétence qui n'a rien à voir avec Internet ou le digital au sens large, peut quand même, simplement en se formant à quelques outils, arriver à mettre en avant sa compétence à lui. J'avais vu un entrepreneur à l'incubateur d'Aurillac, que je salue au passage, un gars qui qui a sorti sa chaîne Facebook sur du jardinage. Sa compétence à lui, c'est le jardinage, quoi. C'est pas du tout le fait de faire des vidéos sur YouTube ou sur Facebook. On a souvent la caricature de la nana qui fait des tutos nail art sur YouTube, mais finalement, ça peut s'appliquer à plein de gens différents. Ouais, après, la différence là, c'est que tu parles par exemple d'un jardinier qui va arriver à mettre en avant ses contenus. Donc, effectivement, hein, maintenant, tout le monde peut, en regardant un petit peu et en se formant un minimum, mettre en avant ses contenus, mais qui au bout d'un moment va être bloqué par un palier. Alors que dans les métiers du numérique, si tu te formes tout le temps, au bout d'un moment, il n'y a plus de paliers qui existent. Mais pour faire sauter tous ces paliers, il faut vraiment que tu sois à 100% dans ce métier-là. Et donc, quand tu as, par exemple, comme le jardinage, et que c'est vraiment ça ta passion, mais que tu veux un peu le distribuer, tu vas pas forcément avoir l'énergie pour creuser à fond les métiers du numérique, sinon tu changes de métier, en fait. Mmh. Pour moi, il y a quand même un peu une différence. Tu peux arriver très facilement à distribuer et à passer les premières étapes, mais pour devenir vraiment professionnel, j'ai du mal à trouver un métier qui peut avoir la même courbe d'évolution en compétences d'auto-formation, en fait. Et donc, puisqu'on est sur le sujet, qu'est-ce que vous conseilleriez comme source de formation? Bah déjà, pour si il y a des développeurs, il y a Open Classroom où tous les cours sont gratuits. Enfin, en format texte. Je crois que les formats vidéo sont gratuits maintenant en plus aussi. Où il y a plein de trucs sur le développement. Il y a sur les forums, il y a plein de choses. Et puis, après, le premier truc moi, que je dis tout le temps, c'est si tu as une question, bah, va voir dans Google, il y a forcément quelqu'un qui a eu le même problème que toi. Donc, que ce soit en développement, en marketing, faut faire des recherches, un peu de veille. Il faut aller trouver des blogueurs, youtubeurs, ce que vous voulez, qui soient dans la niche que vous voulez apprendre, que ce soit marketing, développement ou quoi. Et essayer de répondre problématique par problématique. C'est pour ça que de faire un projet, c'est intéressant, parce que du coup, on va avoir plein de problématiques précises qu'on va pouvoir régler à chaque fois.
Tu parles d'Open Classroom. Toi, tu as suivi un cursus géré par cette structure qui est Oui. une sorte d'hybride entre le cours dans une école et le fait de se débrouiller par soi-même. Tu peux en toucher deux mots? Oui. Moi, j'ai fait donc la partie chef de projet multimédia en spécialité marketing, sachant qu'en fait, 10 ans en avant, j'avais appris le code notamment sur Open Classroom via leurs cours gratuits. Et donc là, je revenais sur Open Classroom, mais sur la partie marketing, donc, qui se compose en projets en fait, où on doit réaliser 6 projets, si je me souviens bien, qui sont validés par des mentors à chaque fois et qui feront qu'à la fin, il y a un diplôme. Je pense qu'en marketing, c'est un peu moins intéressant qu'en développement parce que le marketing, c'est moins binaire. Donc, c'est un peu plus compliqué de l'apprendre par une formation qui soit calibrée sur un certain programme qui ne bouge pas. Par contre, en développement, il y a des super ressources et je pense que ça permet de progresser assez rapidement. Mm. Et puis, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais il y a une autre source à la fois d'expérience et d'échange que vous avez pratiqué tous les deux, c'est les Startup Weekend. Hugo, toi, tu as commencé par là. Tu peux en parler deux mots? Moi, c'est clairement ce qui m'a lancé, cet événement. Et comme ils le décrivent, c'est l'entrepreneuriat sans les risques, quoi. Donc, tu vas là-bas avec une idée de projet à présenter ou pas. Donc, d'ailleurs, ça peut être un système de lancement pour ceux qui ont des projets qui n'osent pas trop participer à un tel événement. Si votre projet est choisi, ça va être une bonne base de lancement si ça marche. Et après, clairement, quand... moi, quand je suis tombé là-dedans, j'ai adoré, quoi. Et c'est vrai que rien que l'événement lui-même, ça te montre un peu ce que c'est l'entrepreneuriat, gérer un projet, t'investir dedans, etc. Mais en plus de ça, il y a toute la partie réseau et donc faire des liens avec des gens, etc. Et puis ça peut t'ouvrir pas mal de portes aussi. C'est ce qui s'est passé avec moi. Donc clairement, moi, pour essayer, je conseille que ça, quoi. Ouais, Startup Weekend, au niveau mindset, ça rend fou, hein. Mm, Ça apprend vraiment plein de choses et on a l'impression, moi, au niveau organisation de projet, par exemple, je pense que ce qui m'a appris 90% de ce que je sais faire. Parce que vraiment, en 2 jours, tu as la sensation de vivre 3 ans de boîte, quoi. C'est vraiment intense et après, il faut plusieurs semaines derrière pour assimiler tout ce qu'on a appris sur les 2 jours. Mais en tout cas, si vous en avez près de votre ville, il y en a un peu partout en France. C'est vraiment le truc à faire pour mm, autant pour reprendre un peu contact avec la passion si vous vous sentez que vous êtes un peu moins motivé par ce que vous faites, ou pour aller découvrir des enjeux, des problématiques, apprendre plein de trucs, c'est l'école parfaite, hein. J'ai participé aussi, moi, en tant que mentor et aussi en tant que participant. Et c'est vrai que j'ai à chaque fois retrouvé ce côté école en accéléré de l'entrepreneuriat. Faut pas y aller en s'imaginant qu'on va créer la start-up du siècle. Ça peut arriver, mais enfin, ça serait un accident bien heureux. En revanche, la garantie presque sur facture, c'est qu'on apprend énormément, à la fois sur l'aspect gestion des ressources humaines et conduite de projet au sens très large. Ouais, si vous voulez apprendre à gérer des conflits, des problématiques, c'est parfait. A priori, il y en aura forcément. Et le prochain Startup Weekend Vichy, c'est quand alors? Fin mars. Ah, Fin cool. mars. Voilà, parce que je suis aussi organisateur de Startup Weekend à Vichy, donc. Donc, vous pouvez suivre et si vous êtes dans le coin, on fait ça fin mars. Excellent. Vous voyez d'autres conseils à donner aux jeunes qui peuvent nous écouter ou même aux moins jeunes qui ont à accueillir des jeunes profils dans leurs équipes? Alors, déjà, c'est un métier, le web, c'est un métier et au-delà de ça, un écosystème qui est vraiment génial où tout est possible. Donc, si vous sentez que vous avez des affinités, lancez-vous et explorez. Il y a plein de trucs à voir. Et l'autre truc, c'est que si vous avez vécu ça en étant un peu plus jeune et que maintenant vous avez un peu moins la flamme ou que il y a des baisses de motivation, essayez vraiment, je pense, de vous remettre dans l'état d'esprit de quand vous avez commencé et de retrouver les valeurs de pourquoi on a commencé. Et si on est en phase avec ça, je pense qu'on peut produire un contenu monstrueux et qualité, quoi. Ah ben, c'est une bonne nouvelle pour moi, ça. Ça veut dire que c'est un état d'esprit, la jeunesse, alors. Ouais, c'est ça. Et toi, Hugo, les conseils que tu pourrais donner? Non, moi je reste toujours sur mon point de vue, hein. Il faut oser et ouais,
Comme disait Gab, c'est s'il y a une perte de motivation avec le temps ou quoi, et essayer de rentrer dedans. Surtout, moi, ce qui m'a apporté le plus, je pense, c'est rencontrer des gens, des professionnels souvent qui étaient déjà dans le milieu et qui ont plein de choses à vous apporter si si vous avez de bonnes envies, etc. Et vraiment y aller, quoi, essayer. Comme on dit dans les startup week-ends, no talk, all action. C'est ça. Bon, on va s'arrêter de parler alors. Ben, excellent, merci à vous deux. Je pense que c'est un témoignage qui peut en inspirer d'autres. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain Zoom. Je pense qu'il y a un lien pas très loin pour s'inscrire à notre newsletter où on va essayer de continuer à échanger sur tous les sujets qui nous intéressent. Comme vous commencez à le comprendre, du côté de Videnco, on essaye de voir le milieu du numérique et l'outil numérique d'une façon un petit peu différente, peut-être un peu plus humaine que pure techno, mais quelque chose qui peut s'intégrer dans le quotidien de pas mal de gens d'une manière un peu plus positive que ce qu'on entend. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger avec nous et puis on a hâte de continuer à évoquer d'autres sujets avec vous. À très bientôt. Salut! Salut! Salut.